Ma mère a libéré 26 kilos en un an, sans faire de régime, sans sport intensif et surtout sans se priver une seule fois. À l'âge de 54 ans, elle a remonté le temps. Elle n'a jamais été aussi en forme et elle se sent plus énergique et plus heureuse qu'à l'âge de ses 20 ans. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment elle y est arrivée. Elle va nous parler de ce qu'elle a vécu au cours de sa transformation et surtout, nous allons voir comment vous aussi, vous pouvez libérer entre 5 à 15 kilos durablement, même si vous avez déjà tout essayé. Parce qu'avant de libérer 26 kilos, ma mère Claudine a essayé absolument tout ce que vous pouvez imaginer. Elle a commencé par compter les calories dans un régime très connu. Résultat, elle a perdu un peu et finalement elle a repris 15 kilos. Ensuite, elle s'est inscrite dans une salle de sport. Elle était motivée, elle y allait régulièrement pendant quelques semaines, mais elle en avait marre qu'on la dévisage, donc elle a arrêté. Elle a ensuite testé les fameuses gélules coupe-faim et elle s'est privée de la nourriture qu'elle aimait. Elle a perdu 13 kilos, elle était super contente, mais finalement, elle a tout repris quelques mois après. Mais une seule chose a très bien marché au début, un régime hyper protéiné. Elle a perdu 40 kilos en un an, mais encore une fois, elle a tout repris un an après. À chaque fois, c'est le même schéma. Elle faisait des efforts, elle perdait quelques kilos, puis elle les reprenait avec un bonus. Elle pensait que le problème venait d'elle, qu'elle n'avait pas assez de volonté, qu'elle était trop gourmande, ou qu'à son âge, avec ses hormones, c'était trop tard. Mais le problème, ce n'était pas elle. Le vrai problème, c'était les méthodes qu'elle utilisait. Elle ne s'attaquait jamais au cœur du problème. Et tout ça, étant son fils, ça m'a beaucoup touché. De mon adolescence jusqu'à ce jour d'août 2023 où j'ai décidé de l'aider une bonne fois pour toutes. À l'époque, j'étais coach sportif à domicile et elle n'avait jamais voulu de mon aide. Mais là, c'était bien différent. Je me suis spécialisé dans l'alimentation émotionnelle et j'ai créé une méthode qui l'a libérée. Aujourd'hui, elle a stabilisé son poids depuis plus de 2 ans. Et d'ailleurs, elle n'est pas la seule. Cette méthode a aidé des dizaines d'autres femmes à se libérer définitivement de leur kilo émotionnel. Elle est le résultat de 3 années de travail et de centaines d'heures de recherche sur le lien entre émotion et alimentation. Aujourd'hui, je vais vous dire exactement comment appliquer cette approche pour avoir les mêmes résultats durables. Et non, pas besoin de vous affamer, pas besoin d'aller à la salle 4 fois par semaine, pas besoin non plus de peser ce que vous mangez ou de compter vos points. Cette méthode fonctionne même si vous êtes en préménopause, que vous êtes gourmande ou que vous pensez avoir un métabolisme lent. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi vous mangez même quand vous n'avez pas faim et comment désactiver ces déclencheurs invisibles. Je vous montrerai ensuite comment faire de votre quotidien un allié en réorganisant votre environnement, vos habitudes et votre métabolisme, même si vous n'aimez pas faire de sport. Puis, vous découvrirez comment faire la paix avec la nourriture et aimer votre corps, peu importe votre tenue. Et enfin, je vous dévoilerai comment stabiliser durablement votre poids en retrouvant confiance malgré les aléas de la vie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous réserve un cadeau spécial qui vous permettra d'appliquer ces étapes chez vous dès aujourd'hui. Cette méthode, elle s'appelle la libération émotionnelle et vous allez découvrir ces 4 piliers dès maintenant. Le premier pilier, c'est de décoder ses émotions et couper le pilote automatique. Pendant les 4 premières semaines où j'ai accompagné ma mère, on n'a pas perdu de temps et on s'est attaqué directement au cœur du problème, son rapport à la nourriture. Beaucoup de femmes mangent ou grignotent sans savoir pourquoi. C'est automatique. Elles ouvrent le placard, elles prennent un morceau de chocolat, pas parce qu'elles ont faim, mais parce qu'elles sont fatiguées, stressées, frustrées ou seules. Si vous mangez sans avoir faim, ce n'est pas une question de volonté ni de gourmandise, c'est une réponse automatique à ce que vous ressentez. Et tant que vous ne comprenez pas pourquoi vous mangez, vous ne pourrez jamais sortir du cycle grignotage, culpabilité, contrôle, frustration, grignotage. Donc la première chose que nous avons faite, c'était de découvrir quel était son profil de mangeuse émotionnelle. Il existe 3 grands profils et j'appelle ça le triangle émotype. Le premier profil, c'est l'infirmière. Dans votre vie, vous donnez tout à tout le monde. Vous êtes toujours là pour les autres, même quand vous êtes épuisé. Et vous vous oubliez. La nourriture devient alors votre seule source de réconfort, votre petit moment, rien qu'à vous. Ici, l'erreur typique, c'est de penser que vos besoins passent après ceux des autres. Mais ce qu'il vous faut, c'est apprendre à vous nourrir autrement, en amour-propre et en bienveillance. Chez vous, les émotions qui peuvent déclencher de l'alimentation émotionnelle sont principalement le regret, la jalousie, la tristesse et la culpabilité. Le deuxième profil, c'est l'hypersensible. Vous ressentez tout plus fort, les bruits, les tentations, les regards et surtout vos émotions. Elles montent comme des vagues violentes, imprévisibles. Pour calmer cette tempête intérieure, vous mangez. Ça anesthésie vos émotions trop fortes. L'erreur typique, c'est de croire que la nourriture, c'est votre seule soupape. Mais ce dont vous avez besoin, c'est d'apprendre à accueillir vos émotions, à les canaliser et à transformer cette sensibilité en puissance. Ici, les émotions déclencheurs
déclencheurs sont les plus souvent l'ennui, la peur, la tristesse et le stress. Et finalement, le troisième profil, c'est l'organisé. Vous aimez tout contrôler, votre agenda, votre maison, votre alimentation. Vous êtes perfectionniste, méthodique, rigoureuse. Et quand la vie vous échappe, le stress ou la colère monte. Donc résultat, vous craquez sur du sucre, vous mangez vite, puis vous culpabilisez. Votre erreur typique, c'est de croire qu'il faut encore plus de règles et de volonté pour y arriver. Mais ce qu'il vous faut vraiment, c'est relâcher la pression, redécouvrir le plaisir et vous autoriser à respirer. Les émotions déclencheurs ici sont souvent le stress, la colère, l'anxiété et le manque de joie au quotidien. Ma mère était typiquement l'organisée de ce triangle émotype. Elle vivait beaucoup de stress, souvent en silence, et elle gérait ça toute seule, mais avec du sucre, du pain et un petit apéro. Mais c'est elle qui vous en parlera le mieux. Donc maman, est-ce que tu peux nous raconter une petite anecdote de toi en rentrant du travail quand tu as passé une journée stressante? Oui, bien sûr. Bah, écoute, comme tu le sais, je travaille pas très loin de la maison. Donc sur le petit chemin du retour, en général, je commençais déjà à me projeter sur comment j'allais préparer mon plateau, donc avec des bonnes choses évidemment, du saucisson, du fromage, du pain, en quantité largement pour deux, je pense, en plus. Donc c'était vraiment ce besoin de me remplir tout le temps pour certainement combler un peu de stress, de fatigue mentale, de vide dû à mon travail, un petit peu tous ces moments compliqués à gérer, quoi. Donc c'était la seule solution que j'avais à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passait quand tu passais une journée très stressante, très fatigante et que tu rentrais du travail? Ah bah écoute, j'ouvrais les placards, les frigos, tu as bien dû assister à ça de temps en temps. Et puis là, évidemment, c'est pas la salade verte qui nous attire, c'est les crèmes dessert, c'est les gâteaux, c'est le saucisson, le fromage. Enfin, voilà, tout ce qui n'est pas très bon à la santé, mais qui apporte un réconfort immédiat. Et tu pensais déjà à ça avant de partir du boulot? Oui, ou comme je te disais tout à l'heure, sur le petit chemin du retour, en fait. Ce petit sas-là, entre le travail et la maison, voilà, je remplissais déjà mon assiette, en fait. Ok. Une fois que nous avons déterminé quel était son profil de mangeuse émotionnelle et quelles étaient les émotions déclencheurs chez elle, nous sommes allés plus loin. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il existe plusieurs types de faim. On a d'une part la faim physique, donc celle de l'estomac, la faim naturelle, et la plus sournoise, la faim émotionnelle, celle qui nous pousse à manger pour calmer une tension intérieure. Et à l'époque, ma mère ne savait plus faire la différence entre ces deux types de faim. Donc elle grignotait dès qu'elle rentrait du travail, pas parce qu'elle avait faim, mais parce que sa journée avait été longue et qu'elle était vidée. Donc, elle mangeait devant la télé le soir pour se détendre. Elle devait remettre de la conscience dans ce qu'elle faisait, prendre un instant avant de manger pour se demander « Est-ce que j'ai vraiment faim ?» ou est-ce que j'essaie de remplir quelque chose? Et à ce moment-là, au lieu de manger automatiquement, vous pouvez respirer profondément 5 fois, noter ce que vous ressentez dans un carnet, prendre 5 petites minutes pour vous isoler loin du bruit et faire un mini rituel d'apaisement avec un petit peu de musique, une tisane et une lumière tamisée. Ce n'est pas magique, mais c'est simple. Et surtout, c'est ce qui m'a permis d'aider ma mère à faire basculer son rapport à la nourriture. Elle n'était plus esclave de ses émotions, elle avait enfin le choix. Et c'est ce qui lui a permis de libérer ses 4 premiers kilos le premier mois, sans se priver de nourriture et sans faire de sport. Une fois que vous connaissez quel est votre type de mangeuse émotionnelle et que vous avez en tête les émotions qui vous poussent à trop manger, alors vous êtes prête pour la suite. Mais il y a un autre piège, un piège plus vicieux, plus silencieux, votre environnement au quotidien. Parce que même si vous savez gérer vos émotions, si vos journées sont désorganisées, si votre énergie est toujours au plus bas et que vous ne savez jamais comment évacuer le stress de la journée, alors vous retournerez vers vos anciens schémas. Et c'est exactement pour ça que vous avez besoin du deuxième pilier, reprogrammer son environnement et ses habitudes. Ma mère croyait que tout se jouait dans la tête et elle pensait que si elle arrivait à mieux gérer ses émotions, elle ne craquerait plus. Mais ce qu'elle n'avait pas vu, c'est que son quotidien entier la tirait vers le bas. Elle ne faisait aucune activité physique et elle restait assise quasiment toute la journée. Mon petit frère avait des dizaines de goûters plus tentants les uns que les autres juste devant son nez. Elle mangeait souvent debout, en vitesse, entre deux tâches et elle terminait ses journées vidées sans une minute pour elle. Donc, elle gérait bien ses émotions, oui, mais elle baignait dans un environnement qui l'invitait à replonger. On a donc tout reprogrammé.
Dans un premier temps, on a nettoyé son environnement. Elle a préparé à l'avance des repas simples, colorés et gourmands pour ne pas manger tout ce qui lui passait sous la main. Ensuite, elle a collé des mantras anti-grignotage sur son frigo et ses placards pour se rappeler qu'ils ne sont pas la solution quand ça ne va pas. On a aussi fait du ménage dans son emploi du temps surchargé. On a enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire pour qu'elle ait plus de temps juste pour elle et ça a tout changé. En se priorisant, elle a découvert qu'elle avait plus de temps pour aller marcher. Donc je lui ai lancé le défi de passer de 3000 pas par jour à 8000 pas. Au début, c'était dur pour elle, cette nouvelle habitude. Mais finalement, on a pu faire rentrer dans son emploi du temps 40 minutes de marche par jour. 20 minutes à sa pause de midi et 20 minutes le soir en rentrant du travail. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est à quel point elle y a pris goût. La marche, c'est devenu un vrai rituel pour elle. Elle est passée de 3000 pas par jour à 8000, puis à 10 000 et même un jour à 12 000 pas. Et d'ailleurs, elle a une petite anecdote à nous raconter par rapport à ça. Donc, est-ce que tu peux nous raconter cette fameuse anecdote par rapport aux cyclistes? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Comme souvent le dimanche matin, j'ai pris goût à partir seule marcher. Je sais que je pratique la marche nordique depuis quelques mois, années maintenant. Du coup, j'étais partie au bord d'un super coin très chouette, au bord d'un lac. J'arrivais dans mon bon pas, bien rythmé avec mes bâtons de marche. Il y avait un petit groupe de cyclistes qui était arrêté vers une table de pique-nique. Ils m'ont regardé arriver de loin et quand je suis arrivée, ils m'ont applaudi en fait en me disant « Oh bravo, vous avez une sacrée allure ». Donc je crois que j'ai encore marché plus vite après. Et comment c'était avant de découvrir cette marche, ce rituel, cette passion pour la marche? Comment tu voyais l'activité physique, le sport en règle générale depuis que tu étais petite? Ah oula, alors l'activité physique, déjà pour moi c'était symbole de bouger son corps et comme j'aimais pas mon corps, dès que je bougeais, je transpirais énormément et puis je sentais tout ce qui allait pas dans mon corps en fait. Je sentais cette masse à devoir bouger, remuer. C'était vraiment pas confortable. Le sport pour moi c'était regarder la télé dans le canapé. Voilà. Et même si j'ai fait plein d'essais dans des associations, mais non, c'était pas pour moi. En plus, le regard des autres, je craignais énormément le regard des autres, donc ça arrangeait rien. Voilà, là, ça a complètement changé par contre. Au début, quand on me disait que j'étais sportive, je rigolais, je disais non. Mais en fait, si, maintenant, oui, je suis sportive, alors pas de haut niveau, faut pas exagérer, mais si je fais pas de sport une journée, je suis en manque. Voilà, donc je peux dire presque devenu une addiction. Hein. Tu sais que les débuts ont été difficiles. Hein. C'est plutôt toi qui m'as un peu lancé le défi de me mettre à bouger plus, à commencer les séances Netflix. Au début, tu voulais pas en entendre parler. Ah non, c'était simple. Au début, je t'avais dit à la limite, alors oui, de la marche et un peu de natation parce que j'aime bien la natation aussi. Mais ça s'arrêtait là. Il était hors de question que j'aille. Alors déjà dans une salle de sport, hors de question, ça c'est sûr. Mais même transpirer en faisant des exercices. Ah non, pour moi c'était déjà j'allais sentir tous les bourrelets, tout ce que j'aime pas dans mon corps. Donc non, ça allait être trop compliqué, j'allais transpirer. Et puis finalement, tu m'as mis un peu au défi d'en faire une première, puis une deuxième, puis une troisième, puis après, en fait, je me suis jamais arrêtée. Et du coup, comment ça se passait à l'école, au collège, au lycée, quand tu devais faire du sport? Ah ouais, c'était ma hantise. Hein. Je m'en rendais malade longtemps à l'avance. Le cross du collège, non mais je garde des souvenirs terribles parce qu'en plus il y a toutes les autres classes qui sont autour qui nous regardent courir. Alors à l'époque, il me manquait énormément de confiance en moi. J'étais très mal à l'aise dans mon corps, dans ce que le miroir me renvoyait. Voir les autres qui me regardaient arriver en courant, en suant comme tout. Non, pour moi c'était juste un calvaire. Un calvaire. Ok, comme quoi c'est possible après 50 ans de passer de avoir peur de l'activité physique et vraiment détester ça à vraiment aimer ça et voir ça comme un besoin maintenant. Ce que je peux dire, c'est que jamais j'aurais cru ça possible déjà, mais on peut encore modifier son corps et sa façon de penser effectivement au-delà de 50 ans. J'en suis la preuve vivante. Hein. Et j'ai testé pour vous et j'ai des résultats. Je veux dire, là, moi, ça m'a donné une force mentale. J'aurais jamais cru ça possible. Tu me le disais depuis longtemps, mais avant d'avoir moi-même testé et rendu les choses possibles. Non, me lever tôt le matin pour faire une séance de sport avant de partir, non mais jamais je t'aurais dit non mais n'importe quoi. C'est pas moi, c'est pas possible, j'arriverai au boulot crevé. Mais alors là c'est l'inverse, si je fais pas ma séance de sport avant de partir, je suis pas bien. Donc non, vraiment, ça a tout métamorphosé. J'ai fait plein de régimes, comme tu le sais, j'ai essayé tellement de choses. J'ai tenu un certain temps, mais comme j'avais pas cette force mentale acquise par le sport et le mouvement et ces rituels, ces habitudes qui sont ancrées maintenant, il n'y avait rien derrière en fait. Et puis le corps ne se construisait pas alors que là il s'est reconstruit. Mais du coup quand même, les 6 premières semaines d'accompagnement, tu n'as fait aucun sport et tu as pu quand même libérer beaucoup de kilos oui, parce qu'au sans départ, sport.
tout à fait. Parce qu'au départ, c'est la motivation qui porte et puis on a des résultats rapides. Parce qu'au départ, moi j'avais quand même un gros poids à perdre en fait, un poids important. Du coup, c'est allé très vite au départ. Donc ça, c'est les premiers résultats qui motivent aussi. Hein. Donc après, c'est devenu plus facile parce que c'est pareil. Au départ, le sport, on peut le commencer tout de suite, mais il faut l'adapter. Parce qu'il y a quand même ce poids qu'on porte. Hein. Moi, je me souviens une fois, mon médecin m'avait dit, mais vous vous rendez compte, c'est comme si vous portiez en continu 6 packs d'eau. Donc forcément, quand on se libère petit à petit de ça, on s'allège, on bouge mieux, plus. Ça devient un plaisir, un réel plaisir. À ce stade, ma mère avait complètement changé son rapport à l'activité physique. Mais il restait une tâche au tableau, son sommeil. Elle dormait mal à cause du stress du travail, donc elle se réveillait fatiguée et il lui arrivait même d'avoir faim en pleine journée à cause de ça. Donc on a mis en place un rituel en 3 étapes simples pour qu'elle puisse à nouveau dormir comme un bébé. Première étape, pas d'écran une demi-heure avant de dormir. La lumière bleue des téléphones et des télés, ça fait croire à votre cerveau qu'il fait encore jour. Donc ça perturbe votre endormissement. La deuxième étape, c'était de faire une activité douce juste avant de dormir, comme de la lecture et surtout un exercice de respiration 5 minutes avant de dormir. Et la troisième étape, c'est de s'assurer de dormir dans une chambre sans lumière et sans bruit. Mon père ronflait, donc elle a pris des boules caisses. Avec ça, elle s'est mise à dormir comme un bébé. Résultat, elle se réveille maintenant en pleine forme et surtout, elle a libéré 8,5 kg à la fin de ce deuxième mois d'accompagnement. Pas de pression, pas de performance, juste du mouvement doux et régulier, des horaires de repas clairs, un cadre apaisant et des petites routines de transition pour marquer les fins de journée. Et grâce à ça, on a finalement réveillé son métabolisme. Avant, elle croyait que pour perdre du poids, il fallait transpirer à la salle ou suivre un programme de sport intense, mais en réalité, c'est la régularité qui compte. Bouger tous les jours un peu, dormir mieux, manger sans se priver, et avec ça, son corps a recommencé à brûler des graisses naturellement. Un peu comme cet ami qu'on a tous qui peut manger en grande quantité mais qui ne prend pas un gramme. Mais malgré tout ça et ces résultats impressionnants, il restait un dernier verrou et le plus profond, le plus intime, celui qui, même avec 8,5 kg en moins, pouvait l'amener à tout reprendre, son regard sur elle-même. Parce que même en ayant retrouvé de l'énergie, même en bougeant chaque jour, elle se regardait parfois dans le miroir en se disant c'est pas suffisant, je suis pas toujours bien dans ma peau, ce que je vois ne me plaît pas encore vraiment. Et c'est exactement pour ça qu'il y a un troisième pilier essentiel dans la méthode. Faire la paix avec la nourriture et aimer son corps, peu importe la tenue. Quand on a démarré le 3e mois d'accompagnement, ma mère avait déjà fait un parcours incroyable. Elle comprenait mieux ses émotions, elle bougeait avec plaisir et elle avait perdu du poids sans pour autant se priver. Mais un truc coinçait encore. Et ce truc, c'était son regard sur elle-même. Depuis que je suis tout petit, ma mère a du mal avec son corps. Aller à la piscine, c'est compliqué pour elle, et quand elle était obligée, elle prenait toujours une longue serviette pour cacher sa silhouette. Et comment ça se passait par rapport à ton rapport à ton corps, justement? Très compliqué. Alors après, je me suis jamais aimée. Le reflet que je voyais dans le miroir, j'avais l'impression que ça reflétait pas ce que j'étais à l'intérieur. J'étais plutôt dynamique, voilà. Je voyais cette masse dans le miroir que je ne sentais pas être moi, en fait. Donc, je fuyais les miroirs, les photos, n'en parlons pas. Voilà, je me supporte pas dessus. Il fallait que ça change parce qu'en plus, je savais que j'allais arriver à la ménopause. Je savais que tous les magazines, on prend du ventre, on prend... Voilà, donc je savais que ça allait modifier mon corps. Il était déjà pas beau à voir. Je me dis, mince, ça va être pire. Donc, l'accompagnement est arrivé au très très bon moment. Et quand tu allais à la piscine ou autre, qu'est-ce qui se passait? Est-ce que tu aimais aller à la piscine ou... Alors j'adore l'eau, j'adore nager, sauf qu'effectivement c'était un calvaire pour moi de devoir accéder au bassin. Le moment où je posais la serviette sur le banc et aller dans l'eau, j'ai toujours, par exemple quand j'arrivais dans le bassin, vers le bassin, je repérais l'endroit le moins loin possible pour descendre dans l'eau et pour poser ma serviette, pour qu'il y ait le moins de laps de temps possible où on allait me voir vraiment en maillot de bain. Donc c'est pas drôle, hein. C'est vraiment pas des bons souvenirs, hein. C'est sûr que ça a été très compliqué tous ces passages-là, hein. Même après 2 mois d'accompagnement, même en voyant les chiffres sur la balance baisser, même en sentant ses vêtements flotter, elle continuait parfois à se juger dans le miroir.
Elle voyait encore ses défauts, ses rondeurs, ce ventre qui dépasse un peu. Parce que perdre du poids, c'est une chose, mais changer la manière dont on se voit, c'est un tout autre chantier. Un chantier plus intime, plus profond et plus puissant. L'objectif de ce 3e mois, c'était donc de changer son identité et donc ce qu'elle pense d'elle-même, pour qu'elle ne se considère plus comme une femme qui galère à perdre du poids, mais plutôt comme une femme qui prend soin d'elle et qui s'écoute, qui s'aime. Et ce changement d'identité, il est indispensable pour une libération de poids durable. Parce que sinon, voilà ce qui se passe. Vous perdez du poids avec un régime ultra strict, un défi de 21 jours, une diète miracle. Donc vous êtes super fier, vous avez réussi, mais dans votre tête, rien n'a changé. Vous êtes encore cette femme qui est stressée, fatiguée, perfectionniste, qui a juste mis une couche de contrôle sur son quotidien. Et dès que vous lâchez un peu, tout revient encore. Parce que les régimes rapides, les rendez-vous chez une diététicienne ou chez un coach sportif créent un changement physique, oui, mais pas de transformation intérieure. Et nous, c'est ce qu'on veut. C'est une libération de poids durable, pas juste sur la balance, mais aussi dans la tête, dans le cœur et dans le regard qu'on porte sur soi. C'est là qu'on entre dans le travail de transformation intérieure, avec le triangle FPA du self-love, féminin, priorité, amour. Se reconnecter à son féminin sacré. Ma mère avait toujours été une maman, une épouse, une collègue, mais elle avait oublié qu'elle était aussi une femme. Ce pilier consiste à raviver la flamme intérieure, prendre soin de son corps pour que son âme ait envie d'y rester, s'écouter, ralentir, couper les écrans, lire plus souvent, méditer régulièrement, pourquoi pas peindre, danser, écrire, en gros, s'exprimer autrement et surtout s'entourer de femmes inspirantes. Le but ici, c'est de se sentir à nouveau vivante, inspirée et vibrante. En 2, faire de soi une priorité. Ma mère, comme beaucoup de femmes, avait le syndrome de l'infirmière, c'est-à-dire de toujours s'occuper des autres jusqu'à s'oublier, puis à compenser en grignotant. Ce pilier, c'est celui de l'affirmation de soi. Apprendre à dire non sans culpabiliser, mettre des limites au travail et en famille, comprendre que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Résultat, elle a libéré du temps et de l'énergie, elle s'est recentrée et surtout, elle a arrêté de se vider pour les autres. Et la 3e et dernière chose, c'est de s'aimer à nouveau. Elle a arrêté d'attendre d'avoir perdu 10 kilos pour s'aimer. Elle a commencé à le faire maintenant et cette étape, c'est la réparation du lien avec son corps. Donc là, on a changé sa garde-robe, ses couleurs et ses accessoires. On a créé des rituels beauté, plaisir, comme des bains, des massages, un parfum différent, des lumières douces. Elle mange maintenant dans une belle vaisselle et elle s'autorise le droit de se donner le meilleur. Et je lui ai aussi créé ce que j'appelle des power mantras. Donc là, l'objectif, c'est de casser ses croyances limitantes. Pour vous donner des exemples, c'est des phrases comme « Je suis belle, peu importe ma taille ». Mon âge est une source de sagesse et de grâce. Je célèbre la beauté unique de mon corps. Et surtout, elle a fait un exercice puissant et que vous pouvez faire aussi, c'est le fait d'écrire une lettre d'excuse à son corps pour tout ce qu'elle lui a fait subir, pour tous les mots durs et pour le remercier d'avoir tenu bon. Du coup, on a parlé un peu de ton rapport au sport, de ton rapport à ton corps, de comment ça se passait avec les grignotages. Et du coup, comment ça s'est passé, ce travail sur ton rapport à toi? Comment ça a changé? Est-ce que tu as trouvé ça bizarre au début de réciter des mantras, ce genre de choses? Pas vraiment bizarre. Après, il faut, comme les autres habitudes, que ça s'ancre en moi, que ça a pris un petit peu de temps. Comme j'étais dans une démarche positive, finalement, ça allait avec, en fait. Donc, ça n'a pas été si compliqué que ça. Et puis, ça parle, en fait. À des moments où il y a un petit coup de stress, se rappeler le petit mantra du matin, je trouve que c'est important. Et voilà, ça permet de lâcher prise parfois sur des choses un peu compliquées, de prendre un petit temps de respiration. On se répète le mantra et ça apporte que du positif. Et comment ce rapport-là a changé à toi-même? Est-ce que tu es un peu plus ta meilleure amie et moins ta pire ennemie? Comment tu te perçois? Écoute, pour la première fois de ma vie, je pense que grâce à cet accompagnement, je me trouve belle. Je fuis plus les miroirs, donc voilà, je me sens assez à l'aise. Enfin voilà, avant, je serais jamais sortie dans la rue avec juste un débardeur. Maintenant, c'est plus un problème et j'y pense même pas en fait. Je suis moi et je suis bien dans ma peau. J'ai vraiment acquis cette capacité à me plaire, à m'aimer et ça c'est tellement nouveau et fabuleux que je n'ai pas du tout envie de retourner dans mes anciens démons parce que c'est une nouvelle vie.
vraiment une nouvelle vie. Et tu as découvert le développement personnel. Avant, qu'est-ce que ça t'évoquait? Qu'est-ce que c'était pour toi? Et maintenant, comment ça se passe? Eh ben, c'est un tout en fait. Développement personnel, ça veut dire que j'ai suffisamment confiance en moi pour le mettre en place, pour l'écouter, pour l'entendre et pour que ça me parle vraiment, que ça résonne en moi. Donc ça prend un peu de temps. J'y suis pas venue naturellement. Hein. C'est vraiment un fonctionnement, une conséquence de tout le reste en fait. Et ça me porte et ça me permet de relativiser, d'être moins stressée parce que du coup on prend moins les choses, enfin les choses nous impactent moins, on les prend moins pour soi. C'est une vraie découverte. Résultat, après ces 3 mois d'accompagnement, ma mère a libéré 12 kilos sans se frustrer. Elle a arrêté de se battre contre son corps et elle a arrêté d'attendre le corps parfait. Et c'est à ce moment-là qu'elle a découvert quelque chose de plus puissant que la perte de poids, c'est l'amour de soi. Mais il restait encore un enjeu que toutes les femmes connaissent et qui fait peur. Comment ne pas tout reprendre? C'est là qu'on entre dans la dernière phase, la plus négligée par tous les régimes, mais la plus essentielle, la stabilisation, le poids d'équilibre, l'ancrage sur le long terme. Ma mère avait libéré 12 kilos, mais elle voulait continuer à en libérer et surtout, elle ne voulait plus jamais les reprendre. Pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle avait changé et qu'elle n'était plus la même femme. Et c'est exactement pour ça que ce dernier pilier est essentiel. Parce que trop de femmes connaissent ce cercle. Elles perdent du poids, elles se sentent bien, elles sont fières d'elles pendant quelques semaines et petit à petit elles replongent dans leurs anciennes habitudes. Elles reprennent du poids. Pas parce qu'elles n'ont pas de volonté, mais parce qu'elles n'ont pas appris à stabiliser. Pour éviter ça, voici ce qu'on a ancré avec ma mère pour lui faire libérer 14 kilos supplémentaires et stabiliser son poids. Premièrement, on a libéré tout sentiment de culpabilité. Ma mère savait ce qui lui faisait du bien et elle savait retrouver l'équilibre naturellement. Si elle mangeait un croissant au petit déjeuner, elle ne paniquait plus. Elle n'allait pas compenser, au contraire, elle écoutait juste son corps. Et le soir, elle retrouvait un plat simple. C'est ça, tendre vers son poids d'équilibre. Ce n'est pas un chiffre magique, c'est un poids avec lequel on se sent belle, en forme, alignée, sans se priver, sans se frustrer. Et le plus beau, c'est qu'on a même réintroduit dans son quotidien des aliments qu'elle n'arrivait pas à contrôler avant. Des bonbons qu'elle dévorait dès qu'elle les voyait et maintenant, pas rien. Elle en mange un peu parfois et c'est tout. Parce qu'elle a changé sa relation à ces aliments. Ils ne sont plus une tentation pour elle, juste une option. Deuxième chose, elle est devenue sa meilleure amie. Et c'est là qu'on a senti un vrai basculement. Elle ne se disait plus « je veux maigrir », elle disait « je veux me sentir bien, je veux être fière de moi, je veux m'aimer ». Donc elle s'est construite une nouvelle identité, plus douce et bienveillante avec elle-même. Et ses objectifs, eux aussi ont changé. Ce n'est plus je veux perdre X kilos, c'est je prends soin de mon énergie, de mon plaisir et de mon équilibre parce que je le mérite. Et tout ça, c'est grâce à sa nouvelle identité. Elle n'agit plus comme sa pire ennemie qui s'impose des régimes de la privation et de mauvaises paroles, mais plutôt comme une amie bienveillante qui est là pour elle. Et enfin, la dernière étape, c'est de faire en sorte que le poids ne soit plus jamais un sujet. Pour ça, on allait encore plus loin. On a fait un travail sur ses traumatismes passés, sur ses blessures liées à l'image, à la honte, au rejet, et surtout, on a mis la balance au placard. Oui, fini les peser, parce qu'elle n'en avait plus besoin. Aujourd'hui, elle sait se reconnecter à son corps, elle le ressent, elle sait quand elle est bien, elle sait quand elle a besoin de ralentir, et elle sait quand elle peut se faire plaisir. Et tout ça sans stress, sans peur, et surtout sans contrôle. Alors oui, ça peut faire peur de ne plus contrôler, surtout si vous en êtes encore au premier pilier de cette vidéo, mais c'est quelque chose que vous pourrez faire facilement d'ici quelques mois. Et du coup maintenant, avec tout le travail que tu as fait sur toi, c'est comment de maintenir ton poids sans devoir te peser en permanence, sans devoir faire attention tout le temps, sans te frustrer en permanence. Comment ça se passe? Écoute, ça se passe plutôt bien. J'ai ancré des bonnes habitudes grâce à toi et à tout l'accompagnement que tu as pu m'apporter. C'est sans trop de galères. Quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que par exemple, quand on organise un repas chez soi, je cuisine beaucoup, tu le sais, j'ai toujours un tas de restes énormes de quoi nourrir tout le quartier. Avant, j'aurais mangé tous les restes pendant 3-4 jours d'affilée. Maintenant, je sais que non, on a une journée où on a ce repas exceptionnel, où on va manger moins équilibré, un peu plus lourd, un peu plus gras, un peu plus sucré. Mais c'est pas grave, parce que c'est un jour. Donc le lendemain, je vais pas remanger la même chose. Le lendemain, je reprends tout de suite les bonnes habitudes, je refais ma séance de sport, enfin voilà, je reprends tout de suite parce que c'est comme ça et que ça, c'est ma vraie vie maintenant. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est pas en mangeant des restes pendant 4 jours ou en faisant des gros
au repas tout le temps. La réalité, c'est ça, c'est juste que c'est le quotidien. Et les restes, ils vont chez les amis, ils vont au congèle, et ils ressortiront à l'occasion d'un dimanche, par exemple, où j'aurais pas envie de cuisiner parce que je suis partie randonnée, justement. Voilà. Mais donc, c'est pas si difficile que ça, en fait. Et puis, c'est plus une pression. C'est plus une pression parce que je sais que maintenant, je vais rester comme ça. Je n'ai plus ces idées de c'est que pour un temps. Non, c'est ma vie, c'est celle-ci. Et je la vis pleinement. Donc, je reviendrai pas dans mes anciens démons. J'ai toutes les clés, tu nous as donné toutes les clés. Donc, ouais, ma vraie vie, c'est maintenant. Voilà, c'est pour ça qu'elle n'a jamais repris ce poids. Parce qu'elle n'a plus besoin de le gérer, elle vit, elle bouge, elle s'aime et son corps la suit. Mais je sais que tout ce que je viens de vous partager aujourd'hui, ça peut faire beaucoup. Peut-être que vous êtes un peu perdu et que vous ne voyez pas comment tout ça peut s'adapter dans votre quotidien. Et franchement, c'est normal. Avec une vidéo de 20 minutes, c'est très difficile de pouvoir changer complètement son rapport à la nourriture et libérer tous ces kilos. Donc, je vous invite à réserver un appel avec moi pour voir comment tout ce que l'on vient de voir dans cette vidéo peut s'adapter à vous dans votre quotidien. C'est un appel qui est complètement gratuit et sans engagement. C'est pour voir si la méthode de la libération émotionnelle peut vous aider à vous libérer de la charge mentale liée à la nourriture. Le lien est juste en dessous dans la description. Autorisez-vous à prendre ce moment pour vous, vraiment, parce que vous méritez de vous sentir bien et cette fois-ci pour de bon. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire pour les femmes qui nous écoutent, qui étaient en fait comme toi il y a 2 ans en arrière? Un dernier mot pour elles. Et bien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que n'hésitez pas à franchir ce premier pas. Franchement, c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Vous en valez vraiment la peine. Moi, je me suis négligée pendant longtemps et je me suis maltraitée, quelque part. C'est vraiment ça. Donc, n'hésitez pas à franchir ce premier pas parce que vous en franchirez beaucoup d'autres et c'est une vraie nouvelle vie qui s'offre à vous. Donc, je pense qu'on en vaut toute la peine. Et que vous ayez 30, 40, 50, 60, 70 ans, peu importe. Tout est possible. Enfin, vraiment, si j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est ça, c'est que tout est possible. Il suffit de franchir cette première marche et après, je vous promets, vous en franchirez plein d'autres et avec succès. Merci maman, merci pour ton partage. Je t'en prie.